il n'y a plus de hiérarchisation d'informations. Sur Facebook, il y a deux photos de chat, puis une photo d'Éric Zemmour, puis une photo sur vaccin, puis une photo de chiot. Et en fait, tout est au même niveau. Et donc, on perçoit l'information au même niveau. Et on réagit de la même manière sur ces informations-là. Et ça, c'est un autre piège des réseaux sociaux d'ailleurs. C'est qu'il n'y a plus de hiérarchie d'importance, puisque tout est dans un flux qui nivelle tout en fait au même niveau. D'accord. Oui. C'est pour ça aussi qu'il y a tout un travail de curation à faire et qui passe d'abord par l'identification des sources de ces informations pour s'assurer que ça ne vient pas des sources, on va dire, de fake news ou autre, et de savoir aussi qui est l'auteur derrière cette publication de la base. Et après, c'est de savoir situer aussi cette information dans son contexte. Une information, elle est peut-être valable dans un contexte précis, comme vous l'avez évoqué à travers les exemples de tout à l'heure, aux États-Unis, en Angleterre, etc. Et de savoir situer cette information dans son contexte, ça permet aussi d'avoir un peu de recul par rapport à ces éléments. Et la communication au sens large, elle est importante pour tout le monde, mais il faut savoir aussi prendre en compte les spécificités locales qui font que voilà, donc, cette information elle doit être adaptée. On ne peut pas en fait la prendre telle qu'elle est. C'est ce qui nous permet de questionner cette information avant de la diffuser, de la partager, comme on l'a dit tout à l'heure, ou bien d'ajouter un commentaire pour la clarifier pour notre public local. Il y avait une question uniquement sur comment vérifier une information. Il y a une petite astuce, mais que vous connaissez peut-être, mais qui vaut toujours peut-être partager. Si on n'est pas sûr, par exemple, de l'authenticité d'une photo, par exemple une photo qui dit «Regardez, ça se passe en France en 2020», eh ben, on peut enregistrer la photo et la passer à Google Images. Donc, c'est une procédure assez simple. On copie-code la photo, on la met sur Google Images et ça permet de voir la première fois où cette photo a été prise. Et si on voit que la photo a été prise la première fois en 2018, eh ben, l'information qui dit «Regardez ce qui se passe en France en 2020» est fausse par défaut, puisque la photo ne date pas de 2020. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça pour décrypter l'info, parce que c'est la discussion qui est dans le chat actuellement, en fait, et donc ça peut être un des outils pour vérifier une information. Je- Oui, moi, un outil tout bête que j'applique souvent pour des contenus, donc je ne sais pas si c'est pertinent ou pas et si c'est controversé ou pas, c'est de taper ou bien l'information ou bien le nom de ma source, plus le mot controverse ou critique ou débat dans un moteur de recherche. Et si je tape le nom d'un interlocuteur, d'un intervenant plus controverse et qu'il y a 50 réponses qui disent que c'est perle critique, je vais me méfier beaucoup plus de l'information et prendre plus de temps pour la vérifier. La méta-information, c'est tout ce qui entoure l'information, d'où elle vient, quand elle a été créée, qui l'a créée, quel est le degré de fiabilité, etc. Quand vous recevez un message de votre banque qui vous dit votre compte a été déconnecté si vous n'appuyez pas sur ce lien. Alors, vous avez une information. Mais à partir de là, vous avez aussi ce qu'on appelle des méta-informations. Par exemple, y a-t-il des fautes d'orthographe dans le message? Ça a l'air idiot, mais il y en a beaucoup dans le message, dans le titre. Est-ce que le message, au lieu d'avoir été envoyé par mabanque@mabanque.fr, a été envoyé par albertdupont@gmail.com ou par ce qui arrive aussi très souvent? Est-ce que j'ai quelque chose qui est mal écrit, qui est grammaticalement mal foutu? Est-ce que ça vous paraît normal? Ça, c'est de la méta-information. Et pareil, quand vous voyez apparaître un message, un titre, ce qu'on appelle les titres putaclic, qui vous dit voilà pourquoi les immigrés sont ceci ou voilà pourquoi les femmes sont cela, vous vous posez la question en disant est-ce qu'il n'y a pas une méta-information tout autour qui m'entraîne à me méfier? Cette méta-information, c'est écrit n'importe comment, c'est formulé d'une manière à me faire réagir et non pas à m'apporter de l'information. Ça cherche à me faire une action et cette action, ce n'est pas nécessairement ce que j'ai envie de faire. Toutes ces questions-là, vous pouvez vous dire, à partir du moment où je me les pose et où on apprend à me les poser, eh bien, je dois me montrer méfiant. Je dois me montrer méfiant et je dois, même si le sujet m'intéresse, je dois faire ma recherche de mon côté de manière indépendante. Et pour ça, comme le dit Tania, la meilleure solution, c'est d'utiliser effectivement un interrogateur, un Google, une recherche Google ou autre, sur le sujet pour voir apparaître tout un tas d'informations et d'agréger soi-même, de se balader d'un point à l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on fera quelque chose de très approfondi. Je ne sais pas approfondir plus d'un sujet par jour, hein, mais au moins, on aura le sentiment qu'on entend plus d'une voix. On voit aussi des personnes, des acteurs qui font, en fait, qui détournent l'information ou qui essayent de jouer sur la peur de l'usager
et qui sont expérimentés, qui disposent de moyens aussi de plus en plus sophistiqués, qui arrivent en fait à faire en sorte que le contenu, même il est faux, il est erroné, il est presque semblable à un contenu véridique. Donc ça, c'est aussi un élément aussi à prendre en compte parce qu'ils montent en compétences et face à ça, il faut que aussi les experts, les acteurs qui font qu'on peut accéder à une information fiable et vérifiée, aussi on se renouvelle continuellement et on essaye de monter en compétence aussi face à tout cela. Mais ce que dit Mère est très pertinent au sens où il y a une dimension dont on ne parle pas, c'est la dimension politique de tout ça. Enfin, les trolls, des bots, etc. Il y a aussi une dimension politique pour influencer une opinion, par exemple. Et une des astuces que j'ai, par exemple, sur Twitter pour savoir la provenance d'une information, c'est ce qu'on appelle un peu des red flags, c'est-à-dire que ce n'est pas sûr à 100%, mais c'est des indications. Si la photo de profil, c'est une photo de dessin ou quelque chose de neutre, s'il n'y a rien de la biographie, si c'est uniquement une personne qui retweet des choses sans mettre des commentaires personnels, c'est des indices que c'est généralement soit un troll, soit un bot, un robot, donc quelque chose qui envoie automatiquement, et pas une personne qui authentiquement donne une information. Et il y a beaucoup plus de trolls et de bots sur les réseaux que ce qu'on imagine. Oui, c'est assez intéressant. Ouais, c'est assez intéressant d'aller regarder quels sont les comptes que suit une personne aussi, parce que ça, c'est un acte volontaire. Être suivi, on n'y est pour rien, mais faire l'effort d'aller s'abonner à un compte sur Twitter, bah, c'est pas rien. Donc, aller voir qui suit une personne sur laquelle vous avez un doute, ça peut vous donner des informations. Et en fait, cette méthodologie de vérification, elle vaut pour tous les réseaux sociaux. Je crois que c'est Elise dans le chat qui mentionnait YouTube, qui est quand même une source d'information très utilisée par certains publics, notamment, on va dire, les 15-35 ans. Sur YouTube, si vous regardez juste la vidéo sans aller creuser qui est le vidéaste, il faut prendre le contenu avec des pincettes. Voilà. Après, en général, c'est assez facile d'aller voir déjà quelles informations le vidéaste donne sur lui-même dans la description de la chaîne. Est-ce qu'il vous parle de sa formation académique ou est-ce que, peu importe, il estime être pertinent dans tous les cas? Et en général, ça renvoie aussi sur les chaînes YouTube, sur les accueils, ça renvoie vers les liens sur les autres réseaux sociaux où vous allez pouvoir voir des contenus un peu plus spontanés que les vidéos. Donc voilà, globalement, il y a plein de façons d'aller vérifier la qualité et l'identité de la personne qui produit un contenu. Je pense que c'est vraiment la première étape, surtout si vous avez des choses qui vous ont attiré l'œil avant. S'il y a une formulation un peu douteuse, s'il y a une information dans un domaine que vous pensez connaître et qui vous semble fausse, dès que vous avez une alerte, allez vérifier. En ayant toujours en tête, encore une fois, on en parlait au tout début avec les experts qui ont quand même raconté n'importe quoi pour certains, l'identité de l'interlocuteur ne fait pas tout. Une personne très fiable peut se tromper parce que l'erreur est humaine ou parce qu'elle a un intérêt à dire une chose fausse. Et une personne qui n'a aucune compétence scientifique peut faire un travail de vulgarisation merveilleux parce qu'elle a de très bonnes compétences pédagogiques et qu'elle a préparé son sujet sérieusement. Donc, c'est l'identité de votre interlocuteur, c'est un élément parmi beaucoup d'autres qui peut vous alerter ou vous conforter, mais qui ne doit pas être le seul que vous prenez en compte non plus. Une information en tant que telle, la manière dont on la diffuse va changer notre perception. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de cadrage. C'est très connu en psychologie sociale. Et un exemple typique, c'est en Angleterre, 10 personnes sont mortes de thrombose après avoir pris le vaccin. Comme ça, l'information est vraie. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais entre ça et en Angleterre, 10 personnes sont mortes de thrombose après avoir pris le vaccin sur 10 millions, c'est la même information, mais qui change un peu la donne parce qu'elle met en perspective. Et pourtant, à aucun moment, on ne ment. Donc ça, c'est un premier problème, effectivement. Et encore une fois, c'est un recul qui est nécessaire. Ensuite, il y a aussi le principe de la rumeur. Il est prouvé que sur les réseaux, une information va peu à peu se déformer quand on la partage pour confirmer ce que pense la personne. Donc, la base d'une information va être vraie, mais ensuite, on va extrapoler vers des choses qui sont fausses. Et ça, c'est aussi un autre problème. Et c'est aussi à ça qu'il faut être vigilant. Et donc, l'idée de remonter à la source première est aussi un point très important pour voir l'origine. Et c'est très dur à faire sur un réseau parce que généralement, si une information nous arrive devant les yeux, c'est parce que l'algorithme sait qu'on aime bien ce genre d'information. Donc, on n'a pas trop envie de vérifier si elle est vraie ou fausse. Tout ça, c'est des outils qui sont très compliqués à gérer et qu'il faut comprendre. Et je rebondis là-dessus parce que tout à l'heure, Antonin disait que l'information n'est pas hiérarchisée sur les réseaux sociaux. En fait, si, elle est hiérarchisée, mais de façon beaucoup plus pernicieuse.
C'est-à-dire que quand vous regardez une chaîne de télé, vous écoutez la radio ou vous lisez un journal, il y a une hiérarchisation de l'information qui est faite en fonction de la ligne éditoriale du média, qui peut être influencée par plein de choses. Ses tendances politiques, le fait qu'il vive de la publicité ou pas, l'identité de son actionnaire principal. Hein. Mais ça, on est assez familier. Sur les réseaux sociaux, l'information, quand elle sort, n'est pas hiérarchisée, mais quand elle arrive sur vos écrans, elle est hiérarchisée par la popularité. Sur à peu près tous les réseaux sociaux, les algorithmes fonctionnent à la popularité plus la pub. C'est-à-dire qu'on peut payer pour propulser une publication. Alors sur Twitter, il y a marqué tweet sponsorisé. Sur Facebook, je ne sais pas si c'est aussi facilement visible. Sur YouTube, les communications commerciales doivent être indiquées. C'est la loi, il y a un petit bandeau qui s'affiche sur les vidéos. Mais voilà, donc en fait, il y a une hiérarchisation de l'information qui, pour le coup, ne dépend que de la popularité et pas du tout d'une ligne éditoriale ou de la qualité. Et ça, c'est très pernicieux parce que on rentre d'emblée dans une logique de ce qui est le plus vu et le plus accrocheur. Il n'y a pas du tout de bénéfice à la qualité et à la fiabilité sur les réseaux sociaux. Tu as entièrement raison sur cette hiérarchisation pernicieuse. Et moi, c'est un problème que je remarque souvent aussi, c'est que souvent on oppose la télé avec les réseaux sociaux. La télé, c'est formaté, on est des moutons, etc. Les réseaux, on est libre. En fait, il y a une illusion de liberté. On a l'illusion que l'information qui nous arrive devant les yeux arrive naturellement à nous, un peu par hasard, et que donc, c'est fruit du hasard, donc on peut y croire. Alors qu'en fait, il y a plein de mécanismes qui ont été faits pour nous la présenter. Et autant sur la télé, on sait que telle chaîne de télé a une orientation, autant sur des réseaux, c'est beaucoup plus invisible. Et donc, on va avoir tendance, je pense, à plus porter crédit à cette information parce qu'elle nous semble naturellement arriver à nous, alors que ce n'est pas le cas. Elle est là pour des raisons extrêmement complexes par les réseaux sociaux, par la popularité, par ce qu'on a déjà aimé avant.